bonsoir. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce pitch des dialogues de la santé qui va porter ce soir sur le thème de la santé environnementale. Alors, Villaem est une structure qui est entièrement dédiée à la prévention et qui a germé au sein d'une mutuelle de professionnels de santé, groupe Pasteur Mutualité. Alors, nous souhaitons participer à la construction d'un système de santé qui est davantage basé sur la prévention pour une vie tout simplement en bonne santé et le plus longtemps possible. Alors, informer sur des recherches récentes ou sur des grands enjeux de santé publique, eh bien, ça fait pleinement partie de cette démarche de prévention. Alors, ce soir, nous allons explorer un sujet qui nous concerne tous. C'est l'influence de l'environnement sur notre santé, et en particulier sur les débuts de la vie. Alors, quand on parle de stress environnementaux, en fait, on ne se limite pas à la pollution. Les polluants, les microplastiques, les PFAS, mais aussi l'alcool, les conditions de vie, l'air qu'on respire, le bruit. Tout cela a potentiellement un impact sur notre santé et nous y sommes exposés tout au long de la vie. Cela compose l'exposome. Avec Pauline Speder, biologiste et chercheuse, justement, on va s'intéresser à ces impacts, à l'exposition précoce et les conséquences potentielles, notamment sur les premiers temps de la vie qui sont particulièrement vulnérables, et comprendre en fait les mécanismes qui vont influencer le neurodéveloppement, le développement des cellules du cerveau, et comment tout ça peut engendrer plus tard dans l'existence des vulnérabilités. Alors, vous voyez qu'en fait, quand on remonte comme ça à l'origine des maladies, eh bien, effectivement, on est en plein dans la prévention parce que anticiper, évidemment, c'est se prémunir le plus tôt possible. Voilà, donc je vous passe la parole. Merci beaucoup Marina pour l'introduction et merci à tous d'être venus malgré la chaleur, le football et autres. Alors, je vais essayer de vous... En général, je sais que le speech est un peu interactif, donc là, je vais vous poser des questions. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne répondez pas. C'est pour lancer la balle et voir ce que vous savez, parce qu'on ne se connaît pas et je ne sais pas de quoi vous partez. Donc, j'ai essayé de faire une introduction relativement large pour que tout le monde parle à peu près du même niveau. Et après, à la fin, j'ai fait un peu dans ce qu'on fait nous. Si on n'a pas le temps, ce n'est pas très grave, parce que l'idée, c'est de vous donner des grandes idées, plus que des détails. J'ai bougé ça. Ouf. Alors, donc le sujet du jour, c'est qu'est-ce qui se passe au cours de la vie du tout début, effectivement, quand on est dans l'utérus de la mère, jusqu'à notre vieillissement. Et en fait, durant toute cette vie, on va être soumis à deux influences majeures. La première, c'est ce que j'appelle les squares on part, ou les états internes de l'organisme. Donc, c'est nos gènes. C'est aussi notre épigénome. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est l'épigénome? Ça va? Voilà. Donc, l'épigénome, qui est une notification de nos gènes, mais pas dans la séquence elle-même. Et cela va gouverner des états cellulaires intrinsèques. Voilà, on part avec un programme. Ce programme des cellules va nous donner des tissus, des organes, et finalement ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on voit et qui est donné par la programmation des gènes. À côté de ça, il y a une autre influence qui a été moins connue ou moins regardée pendant un moment, qu'est-ce qu'on appelle l'exposome. Et l'exposome, c'est un mot en fait assez récent qui veut dire l'ensemble de tout ce à quoi on est exposé durant la vie, qui peut être de ce qu'on mange, aux rayons du soleil, aux polluants et évidemment à tous les agents infectieux qui nous entourent. Et donc c'est cette balance qui est importante pour savoir finalement la santé au moment donné, mais aussi la santé future. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe tôt, au cours du développement, parce que c'est une période qui est sensible et plastique. Donc sensible, parce qu'en fait, les cellules sont encore relativement immatures, donc elles n'ont pas tous les mécanismes nécessairement de protection. Mais elles sont plastiques parce qu'elles forment des organes, elles peuvent s'adapter. Et tout ça fait que c'est une période qui est quand même prône à la vulnérabilité. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle cette période de développement? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu du concept de 1000 jours de vie, ça vous dit quelque chose? Donc, c'est l'idée
que c'est en gros la période où vraiment on serait le plus vulnérable. Alors, c'est pas au jour près, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à définir, mais en gros, on est vraiment à un état de développement tel que c'est sans doute l'endroit où on est le plus vulnérable à certains agents, pas à tous. Et donc, ces 1000 jours de vie sont en gros de la conception jusqu'à 2 ans. Il y a d'abord la période prénatale. Donc, on pense évidemment à conception-grossesse, quand le bébé est là. Mais je ne vais pas beaucoup parler, je voudrais juste mentionner la préconception, parce que maintenant, il y a des études qui montrent qu'en fait, les générations futures sont aussi influencées par ce qui se passe dans les parents au niveau des gamètes. Et donc, par exemple, un état de stress des parents pourrait être, laissé sur les gènes ou l'épigénome de ces cellules et être transmis plus tard par ces gamètes au bébé. Donc je ne vais pas en parler aujourd'hui parce que c'est un autre champ de recherche qui est très large. Il y a aussi beaucoup de discussions parce qu'en fait c'est très dur, vous pouvez imaginer, à faire chez l'homme. Donc c'est surtout des organismes modèles, entre autres il y a le nématode. Donc je vais le mettre de côté, mais bon, on pourra en discuter si vous voulez à la fin. Donc il y a cette partie prénatale et après il y a la partie postnatale qui est donc de 0 à peu près à 2 ans. Et donc c'est une fenêtre qui est unique. Alors pour 3 grandes raisons, mais il y en a possiblement d'autres ou des sous-catégories, mais d'abord c'est là où les organes vont être formés. C'est là évidemment où tout petit changement, et je vais en parler après, va pouvoir impacter beaucoup l'organe lui-même. Mais au-delà de la formation de structures physiques, il y a aussi des programmations qui se mettent en place. Donc là aussi je vais rester générale, d'abord parce que je ne suis pas spécialiste de la programmation métabolique, et je ne vais pas dire de bêtises, mais aussi parce que c'est un champ de recherche en plein développement. Et on essaie de comprendre à quel point les influences de, par exemple, la nourriture qu'ont les parents ou la mère au moment de la grossesse va influer. Mais ce qu'on sait quand même, c'est qu'effectivement, l'environnement, par exemple, nutritionnel ou métabolique de l'enfant va, en partie, en tout cas, moduler sa façon de répondre à ces mêmes conditions plus tard. Et entre autres, ce qui est très débattu ou très commenté, c'est l'inadéquation entre quand on est né et ce qu'on aura après. Par exemple, si on est dans un moment où la mère est mal nourrie et qu'après on va être plus tard dans des conditions où on a plein de nourriture, mais il y aura des maladaptations métaboliques. Donc je ne veux pas rentrer trop parce qu'aussi il y a beaucoup de recherches, et il y a aussi beaucoup de débats, mais il y a quand même cette idée qui émerge qu'effectivement on a quand même une programmation du métabolisme et évidemment du système immunitaire qui se met en place tôt et qui dirigera des événements plus tard. Et tout ça se fait pendant ces 1000 jours, en grande partie. Et donc c'est ce que j'appelle le développement, c'est un mot que vous allez entendre beaucoup, parce que tout se passe à ce moment. Et parce que c'est un développement, et développement on entend c'est le temps qui passe tout au début pour former les structures principales et ces programmations. Et donc ça implique, je dirais, 3 conséquences principales. La première, c'est qu'il y a une notion d'irréversibilité. Alors pas complètement, parce qu'évidemment on peut essayer de pallier, mais il y a un moment, le temps continue à passer et on a frappé à un moment critique qui ne reviendra plus. Par exemple, le début de formation de l'organe, il ne reviendra plus. Alors que dans l'adulte, la peau, elle se régénère tout le temps, par exemple. Donc cette notion d'irréversibilité. Il y a une notion d'amplification et de hiérarchie auquel je vais revenir, c'est-à-dire que le temps passe, mais donc ce qui se passe au début ne va pas avoir la même importance de ce qui se passe un peu après. Il y a une hiérarchie des événements parce que l'organe n'apparaît pas d'un coup, il se construit au fur et à mesure avec des cellules. Et donc évidemment, suivant où on tape, on n'aura pas la même chose. Et enfin, il y a cet effet qu'on dit de transgénération, c'est-à-dire que ce qui passe chez la mère pourrait être passé au bébé. Donc ça passe une génération, et même des fois 2 générations si c'est vraiment dans l'épigénome et avant. Et donc je vais vraiment parler sur le fait que ce qui se passe durant le développement, c'est un peu ce qui va, alors pas complètement nous conditionner, mais préparer certains terrains pour plus tard. Et tout commence avec la cellule œuf, qui est issue de la fécondation. Et à partir de ça, vont se former des cellules souches. Est-ce que tout le monde a une définition des cellules souches ou pas trop? Ça va? Donc les cellules souches, c'est des cellules... Alors, là, j'ai parlé plus précisément des cellules souches qu'on dit tissulaires, spécialisées, c'est-à-dire qu'il y aura un type de cellule souche qui va donner les différents types de tissus. Ça peut être les souches musculaires, neurales, par exemple. Et alors, les propriétés, il y a des définitions pareilles qui sont un petit peu plus variables, mais les 2 grandes principales, c'est qu'elles peuvent générer donc, ces cellules spécialisées, mais aussi continuer à se générer elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'elles maintiennent une espèce de pool de cellules qui seront là et qui continueront à produire des cellules spécialisées pour construire l'organe. Et elles font ça grâce à un processus qu'on appelle la division asymétrique. Ça dit tout le monde a quelqu'un ou c'est pas tellement? Donc l'idée, c'est que la cellule, ce qu'elle va faire, c'est quand elle va se diviser, donc on va faire des mitoses, elle va séparer son patrimoine génétique en 2.
Mais une des cellules va garder la même... je vais essayer de faire ça avec ça. Ça se voit ou pas? Oui, pas trop. Oui, tout va bien. Elle va garder la même identité que la cellule mère. Elle va garder le statut de souche. Donc elle fera la même chose que sa mère. Mais par contre, la deuxième va commencer à mettre en place des programmes de différenciation. Donc c'est une notion d'asymétrie et qui va donner par exemple des cellules musculaires ou des cellules du système immunitaire. Il y a des cas où les cellules souches se divisent symétriquement. Et elles font ça pour, au début, elles sont toutes seules, elles sont formées et elles s'amplifient pour en avoir assez pour former beaucoup de cellules spécialisées. Et c'est pour ça que des fois, c'est dur de savoir si les cellules sont souches, parce que si elles se divisent symétriquement, on est là, est-ce qu'elles sont souches? Mais au final, on voit qu'elles forment des lignages, donc des cellules après. Et donc ces tissus vont s'assembler pour former des tissus, ces cellules former des tissus, et ces tissus vont former des organes. Et tout ça, ce qui est derrière, c'est la notion vraiment de trajectoire. Qu'on part de quelque chose qui est seul, qui après va de plus en plus se différencier jusqu'à avoir un organe et des cellules hyper spécialisées. Et c'est un peu l'idée d'irréversibilité. Alors, je sais que maintenant, il y a l'idée qu'on peut reprogrammer, et c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de verrous pour enlever cette reprogrammation. Et à la base, il y a quand même une directionnalité dans le développement. Et donc, dans tout ça, on va finalement former l'adulte. Dans l'adulte, il y a aussi des cellules souches qui restent, pas dans tous les tissus, mais dans beaucoup de tissus. C'est pour ça qu'on a une capacité de renouvellement, par exemple, de l'intestin ou de la peau. Il y en a aussi dans le cerveau, je ne vais pas en parler, mais on peut en discuter. Mais elles ont une capacité qui est un peu différente des cellules souches en développement. Mais quand même, il faut penser que les souches, là je vais en parler niveau développement, mais au cours de la vie, elles sont là pour nous maintenir. Donc elles font que notre peau, elle soit là, notre intestin, il se répare. Les cellules musculaires, ces souches musculaires, quand on a une blessure au niveau du muscle, normalement elles dorment, ces cellules souches, mais elles vont se réveiller et refaire du muscle. Donc on a quand même des capacités encore de pseudo-développement, on refait un organe, mais dans des conditions adultes. Donc ça, c'est donc l'histoire du développement. Et donc l'idée, c'est si on commence à avoir des perturbations dans ce développement, évidemment, on n'aura pas, et je pense que c'est assez clair, les mêmes conséquences si on commence à la cellule œuf, à la cellule souche ou à l'organe. Parce que plus on va tôt, plus on va enlever en fait tout ce qui se passe après, donc tout le lignage. Et donc la notion de temporalité en développement est très importante parce que suivant quand le stress va se passer, on n'aura pas du tout les mêmes conséquences nécessairement sur l'organe et donc sur l'individu. Et donc, de ça, en fait, du fait qu'on a des anomalies au cours du développement qui, d'abord, ont été très regardées génétiquement, mais qui, maintenant, commencent à regarder l'influence du développement, ça a été lié, évidemment, à des malformations congénitales, c'est-à-dire qu'on le voit sur le moment, quand le bébé est né ou juste après, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé. Mais maintenant, il y a cette notion, et je pense que vous avez peut-être ça en tête, qui est cette notion qu'on ça nous donne des prédispositions. Donc, on ne le voit pas tout de suite, ça, tout va très bien, mais ça laisse une marque, moi j'appelle ça ensemencement, mais je ne sais pas si c'est le meilleur terme, qui reste dans la cellule et qui ne peut se réveiller qu'après. Et alors, pareil, je ne veux pas entrer trop dans tout ça, donc on en discute après, parce que je veux me focaliser, sinon je passe 4 heures à parler de tout. Mais il y a quand même beaucoup maintenant de recherches qui regardent l'origine développementale en partie, parmi les maladies neurodégénératives. On associe ça à l'âge. Et effectivement, ça apparaît souvent avec l'âge. Mais on se rend compte maintenant qu'il y a beaucoup des gènes qui ont été impliqués, par exemple dans la maladie de Huntington, comme l'Huntington, qui en fait sont présents dans les cellules souches au cours du développement, et elles ont des rôles. Et donc toute la question, c'est à quel point l'effet qu'on voit plus tard vient d'une dérégulation tôt, mais qui n'est pas visible, qui s'accumule, et qui éventuellement ne se verra jamais, sauf s'il y a en plus un stress qui se met sur l'individu. Et ça, c'est quelque chose quand même que je ne peux pas vous donner de conclusion, mais il y a beaucoup d'études qui commencent à regarder ces idées de vraiment de base de contribution développementale à des maladies qui sont traditionnellement associées à l'âge adulte et à la vieillesse. Et donc de tout ça, je voulais vous donner quelque chose parce que c'est aussi des informations qui, je pense, sont utiles. Maintenant, il y a l'idée, c'est une idée qui, en fait, depuis longtemps, depuis 100 ans, qui avait été proposée, qui avait effectivement une origine développementale de la santé et des maladies. Ça paraît un peu évident, mais ce n'était pas forcément à l'époque. Et surtout, ça a été revisité dans le contexte justement de l'environnement, et pas que de malformations génétiques. Et en fait, c'est un courant qui quand même se développe au niveau mondial et au niveau de la recherche. Il y a des sites, je vous en parle parce que je pense que c'est intéressant de savoir que ça existe. Donc, c'est les sites internationaux où ils expliquent effectivement cette théorie et les recherches qui se font dessus. Et il y a aussi un site français. Et je pense que c'est une information intéressante parce qu'il y a vraiment cette idée que il faut regarder ce qui se passe très tôt pour comprendre ce qui peut se passer vraiment très tard. Et il y a un espace entre qu'on ne comprend pas très bien. En fait. Donc, je pense que vous avez compris que c'est un champ vaste et que je ne peux pas vous couvrir tout aujourd'hui. Ce que je vais parler aujourd'hui, c'est quelque chose que je suis un peu plus spécialiste quand même, qui est le neurodéveloppement. Donc ça, c'est le tissu qui m'intéresse. Et alors,
en très simplifié, je vais reprendre le schéma d'avant, mais mettre sur le neurodéveloppement. On part de cellules souches neurales. D'accord ? C'est ces souches, donc c'est spécialisées, qui sont là au début du développement, qui vont générer, par division asymétrique elles-mêmes, mais aussi finalement toutes les cellules neurales qui sont dans notre cerveau, donc les neurones, mais aussi les cellules gliales. Et les cellules gliales, vous avez tous un peu ce que c'est, où ça va ? Donc il y a deux grands types, il y a astrocytes et oligodendrocytes. En gros, il y en a qui s'occupent plus de la transmission de l'information avec les gaines de myéline, ça doit vous dire quelque chose. Et il y en a qui sont beaucoup plus dans des régulations de neurotransmetteurs. Et durant le développement, elles font partie d'une niche, mais je vous en parlerai après. Et donc ces cellules font former elles-mêmes des circuits. Il y a les circuits neuronaux, mais aussi il y a les réseaux astrocytaires. Et ensuite, ces circuits vont diriger nos comportements. Donc ça, c'est en train de simplifier. Après, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Et d'abord, le neurodéveloppement, c'est former des structures. Donc on passe d'un tube neural à quelque chose qui va petit à petit acquérir des crevasses pour former ensuite le cerveau adulte. Et en fait, il y a beaucoup de recherches en ce moment qui cherchent à comprendre comment finalement la forme et la mécanique dans ces tissus peut influencer le développement. Et c'est aussi un champ qui, entre guillemets, est loin de l'environnement, mais qui est très important parce qu'à un moment, justement, la mécanique peut être influencée par ce qui se passe au-dessus. Et donc ces structures en général, après, si on prend au point où on a ce premier embryon d'organisation antéro-postérieure dans l'espace, après on va avoir la formation du prosencéphale, mésencéphale, rhombencéphale, avec les structures particulières qui vont former notre cerveau. Et donc toutes ces structures et tous ces compartiments vont être supportés par des processus cellulaires que je n'ai pas détaillé, mais l'idée, c'est qu'entre eux, ce que je veux attirer l'attention, c'est ça qu'on appelle la neurogénèse, et la neurogénèse, c'est la formation de nouvelles cellules neurales ou gliales. Et c'est vraiment le boulot principal des cellules souches. Mais le développement, c'est, une fois qu'elles sont formées, elles ne s'arrêtent pas là, elles maturent, elles font des synapses, elles se connectent, etc. Et donc, si maintenant, je vais du plus haut au plus détaillé, si vraiment on regarde ce qui se passe au niveau des cellules, alors ça a l'air compliqué, mais en fait, l'idée est très simple, c'est qu'on part de ces cellules souches. Elles sont là. Elles forment un épithélium à la base. Elles sont, l'histoire du menton, c'est une seule couche de cellules. Elles vont se diviser symétriquement pour faire beaucoup de cellules souches. Et ensuite, elles vont commencer à se spécialiser un peu plus. Elles vont devenir des cellules qu'on appelle radiales gliales, peu importe. Et elles vont faire des divisions asymétriques. Et cette division asymétrique va générer elle-même, mais aussi va générer ce qu'on appelle des neuroblastes, qui sont des cellules un petit peu plus différenciées, qui elles-mêmes vont se rediviser pour générer toute la diversité de neurones. Et après, la diversité de neurones, en fait, elle vient de facteurs qu'on dit spatio et temporels, parce que finalement, c'est pourquoi toutes des cellules souches qui partent d'une couche de tissu génèrent plein de neurones différents. On a quand même une diversité incroyable. Et ça vient de l'idée que la même cellule souche, elle va passer par des étapes différentes. Donc elle va exprimer des choses différentes. C'est une programmation intrinsèque. Là, je suis toujours au niveau intrinsèque. Et elle va se dire, hop, je vais le facteur A, j'ai le neurone A, B, etc. Et c'est très, très, très codifié. Et ça a été conservé au cours de l'évolution dans plein d'organismes supérieurs. Donc là, c'était juste, je vous parlais un peu de tout ça pour mettre le cadre de sur quoi l'exposome va agir. Mais la question, c'est qu'est-ce que l'exposome fait sur le neurodéveloppement ? Parce que là, c'est ce qui se passe, et c'est très génétiquement contrôlé, et c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe ? Donc la première question, c'est comment l'exposome arrive au cerveau en développement ? À votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse ou qu'il passe ? Question dynamite. Vous n'êtes pas obligé de répondre, mais... Le sang, le sang, exactement, tout va converger dans le sang. Avant d'arriver au sang du bébé, il faut qu'il soit où ? Au sang de la mère. Et avant d'être au sang de la mère, courage, on y est presque. Exactement, il faut que ça rentre. Voilà. Donc le premier truc qui va se passer, c'est que la mère devra être en contact avec ces substances. Donc il y a la peau, mais aussi l'inhalation et l'ingestion, c'est les trois routes principales. Après, il y a une idée, est-ce qu'il y a une espèce de conversion ? Parce que soit l'agent lui-même va passer directement au bébé, soit en fait la mère va réagir, et c'est pas l'agent qui est le problème, entre guillemets. C'est oui, mais à la base, c'est la réaction de la mère à l'agent. Et c'est entre autres vrai pour l'inflammation. Il y a des pathogènes qui ne vont pas forcément passer au bébé, mais le fait que la mère ait cette inflammation va générer des influences chez le bébé. Donc ça, c'est important parce que je pense que c'est aussi une distinction. Des fois, ce n'est pas forcément le pathogène qui arrive ou l'infection, mais c'est ce qui se passe chez la mère.
Donc soit l'agent converti, soit l'agent lui-même va ensuite passer la barrière placentaire. Et c'est là où les sangs en fait se rencontrent. Donc il y a le placenta, il va y avoir la circulation de la mère d'un côté qui va porter ce qu'elle a et qui va être donné au bébé via le placenta et tout le système de microvilli qui va finalement atteindre le réseau circulatoire du bébé. Et une fois qu'il y a dans ça, alors on est dans le sang, mais on n'est pas encore dans le cerveau. Qu'est-ce qui sépare le sang du cerveau? Est-ce que tout le monde sait ou pas? Je pense que oui, mais que personne n'ose. C'est la barrière hémato-encéphalique, la fameuse. Et donc, il faut encore passer ça. Et en fait, c'est pour ça que donc nous, on regarde un peu plus les pathogènes. Et c'est vrai que c'est vraiment la dernière frontière. Il y a plein de pathogènes qui vont être systémiques. Mais il faut en plus qu'ils passent la barrière hémato-encéphalique. Et ce n'est pas si facile. Elle est quand même là pour nous protéger. Et la barrière hémato-encéphalique chez le bébé, elle est formée en gros au cours du 2e trimestre. Enfin, il y a un peu des débats sur exactement à quel point c'est complètement scellé. C'est à peu près l'idée. Et donc la barrière hémato-encéphalique, nos vaisseaux sanguins dans le cerveau sont différents de nos vaisseaux sanguins partout ailleurs. Parce que les vaisseaux sanguins ailleurs, ils ont des petites ouvertures, ils sont fenêtrés pour laisser passer les composés. Mais dans le cerveau, ils vont avoir des jonctions. Alors je ne sais pas si c'est très visible, mais entre chaque cellule endothéliale qui va faire la barrière elle-même du vaisseau sanguin, il y a des jonctions qu'on dit serrées. Et ces jonctions serrées vont empêcher le passage passif en fait, des molécules. Donc pour que ça arrive au bébé ou à l'enfant, il faut que ça soit en fait activement... Alors il y a deux façons. Soit la barrière elle a un problème, on va en parler, mais si elle n'a pas de problème, il faut que ça soit quand même activement importé par des transporteurs spécifiques qui sont sur la barrière. Et donc les transporteurs qui vont pouvoir transporter des hormones ou des composés. Donc des fois c'est pour ça qu'il y a des composés qui n'ont pas normalement de récepteur, mais qui vont être suffisamment prêts pour finalement piquer le récepteur de quelque chose qui se passe normalement. Et une fois que ça arrive à passer, eh ben, ça va atteindre tout ce qui est dans les cerveaux, donc tout ce qui est astrocytes, neurones, etc. Et donc il est rentré. Donc ça, c'est ce qui se passe prénatal. En postnatal, c'est la même idée, à part qu'on n'a pas le côté de la barrière placentaire. L'enfant va directement exposer. Et qu'une voie d'exposition qui va à l'ingestion, c'est évidemment l'allaitement, qui est aussi quelque chose qui est évidemment très regardé maintenant. C'est à quel point finalement, qu'est-ce que le lait maternel peut passer ou pas à l'enfant. Donc ça, on a les grandes étapes, comment on a ces agents qui arrivent transformés ou pas dans l'enfant. Et après, la question, c'est qu'est-ce qu'ils font? Et là, en fait, je vais vous donner juste deux grands concepts, parce qu'évidemment, on peut donner une diversité suivant l'agent qu'on regarde. Mais l'idée, c'est que j'ai déjà évoqué avant, c'est qu'en fait, l'impact va vraiment dépendre de quand ça se passe et où ça se passe. C'est très simple. Et donc, c'est l'idée vraiment de trajectoire que j'ai dit avant. Je reviens à ce que j'ai dit avant, c'est qu'au début, on part d'un pool de cellules souches qui ensuite va se transformer en différents types de neurones. Et évidemment, si on commence à avoir une perturbation très tôt, on peut possiblement toucher quasiment tout. Si plus tard, tout ou pas, parce qu'on commence à être spécialisées et elles ne vont pas être toutes sensibles aux mêmes choses. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, suivant à quel moment on est et la spécificité cellulaire de l'exposome, on pourra avoir des effets très différents sur les lignages et sur le cerveau. Alors, là, je viens peut-être au point principal, c'est qu'est-ce qu'on sait. Alors, je vais faire deux catégories. La catégorie plus pathogène et la catégorie un peu plus polluant et nourriture. Alors, je ne sais pas si... Alors, en fait, j'ai fait ça parce qu'au niveau pathogène, en fait, on en sait plus. Voilà. Donc, les pathogènes, alors, vous pouvez en rajouter à la liste, hein, principale, il y a celles qu'on appelle TORCH, qui sont listées ici. Donc, ils sont connus pour effectivement être détrimentales pour le développement du bébé. Et puis, il y en a, donc depuis longtemps, il y en a qui sont aussi connus depuis un moment, mais être un petit peu moins symboliques que ceux-ci. Et puis, il y a Zika, vous en avez tous, je pense, entendu parler. Et c'était, entre guillemets, malheureusement, un cas très symbolique qui a montré, en fait, comment on pouvait comprendre ce qui se passait derrière ces bébés atteints de microcéphalie, parce qu'on a vraiment pu remonter au fait que c'était les cellules souches qui étaient atteintes. Et ça a été, il y a eu un gros effort de la communauté qui essayait de comprendre pourquoi on avait aussi quand même un spectre, parce que tous ne sont pas nés comme ça. Et effectivement, donc, ça dépendait toujours du moment d'infection. Mais aussi, il y a eu des modèles qui sont mis en place pour comprendre à quel moment les cellules souches, certaines allaient mourir, certaines ne mouraient pas mais proliféraient moins, certaines dormaient, et ça a changé au final ce qui se passait chez le bébé. Et donc, je résumais, c'est qu'il reste beaucoup à faire, on a des bases solides.
Et on a des bases solides, entre autres, parce que c'est souvent un agent qui arrive, on peut le suivre, et on a plus de recul, donc on a des méthodes. Pour les pollutions, c'est en général plus compliqué. Il y a des cas précis qui sont bien démontrés, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de débats, parce que c'est aussi récent. Et on a moins de recul. Alors, il y a un gros effort de la communauté, et là, je vais vous montrer, c'est juste ce que j'ai fait récemment pour savoir sur la bibliothèque où on dépose tous les papiers publiés. Quand on regarde l'exposition, le côté exposition aux agents et développement, vous voyez la tendance. Donc, je ne vais pas remonter tout début, mais il y a vraiment récemment, dans les 5-6 dernières années, un gros effort de la communauté pour comprendre ce qui se passe, parce que je pense qu'on est tous plus, on s'en rend plus compte. Et en fait, il y a un nombre d'études qui ont fait pas mal de liens. Donc, la première chose, c'était de savoir si effectivement ces agents qui sont dans l'environnement, qui sont très divers au niveau pollution, est-ce qu'ils sont déjà retrouvés dans le cerveau ou pas? C'était la première chose. Et donc j'ai mis en développement ou pas, parce que la plupart des études ont été faites d'abord chez l'adulte, pour des raisons aussi d'accessibilité de tissus, et j'en reparlerai. Et donc ce que j'ai mis en couleur ici, c'est ceux où on est sûr qu'on a trouvé dans certains échantillons fétaux. Donc on sait qu'il y a des métaux lourds, il y en a qui sont connus depuis longtemps. Il y a certains polluants organiques persistants, il y a certains pesticides. Les autres, et je vais en reparler, c'est moins évident, parce qu'il y a très très peu d'études avec très peu d'échantillons. Il y a aussi des preuves méthodologiques. Donc il y a une grosse partie qui était déjà à comprendre si c'était détectable, et d'autres études qui disent est-ce qu'il y a un effet de ces expositions. Et là, c'est tout le problème et la difficulté, mais aussi la puissance d'essayer de comprendre par les statistiques, qu'effectivement, on ne peut pas travailler sur l'humain. Donc ce qu'on va faire, c'est des études associatives. Il y a des statistiques qui sont puissantes, donc on suit, on essaie de comprendre en corrélant l'exposition, le mode de vie, etc. Mais évidemment, ça a certaines limites, parce qu'il y a beaucoup de facteurs que je vais parler après qui peuvent biaiser. Et il y a quand même des études fonctionnelles, entre autres dans des cas que je vais évoquer plus tard, mais pas tant que ça. Et c'est aussi un des points qu'il va falloir améliorer. Donc il y a beaucoup de liens, mais finalement, quelles sont les preuves ? Et donc là, c'est la première, c'est que le fait que ça soit présent ne veut pas dire qu'il y a un effet. Évidemment, on ne sait pas si c'est là parce que... Et puis c'est pas grave. Je ne peux pas dire que c'est pas grave, mais voilà, c'est possible. Est-ce que c'est là, mais il y a une maladie, mais c'est la cause ou c'est une conséquence ? Je vais vous montrer un exemple après. Et on ne sait pas les fonctions. Ça, c'est la première. Ça, c'est vrai pour tout, c'est vrai pour les pathogènes aussi. Mais comme je dis, on a moins de recul, on a moins de façons de faire des études fonctionnelles. Et après, l'autre problème dans les études statistiques, c'est qu'il y a ce qu'on appelle facteurs confondants et collinarité, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui sont associées. Donc il est très difficile, dans quelque chose de multifactoriel, d'essayer d'extraire vraiment le facteur unique qui influence. Alors il y a des grandes idées, et c'est très important de faire ces études parce que ça donne des hypothèses qu'on va tester. Mais ça reste des hypothèses, elles ne sont pas complètement prouvées, sauf vraiment cas très près d'exposition unique, entre autres parce que, comme je le disais, c'est que souvent on est exposé à plein de choses à la fois. Il y a une étude qui a montré en Allemagne qu'à un point dans le champ, il y avait 9 pesticides. Alors lequel est bon, lequel n'est pas bon, et les doses sont très compliquées. Et enfin, les méthodologies sont effectivement compliquées, parce que d'abord, il faut obtenir des tissus. Je vais voir chez l'humain, c'est difficile et compliqué. Certains composés ne sont pas très faciles à regarder, certains oui, mais certains, parce qu'on a aussi peu de recul sur les méthodes, ou alors ça se fait, mais c'est une question de seuil de détection, dans les tissus qu'on a, et puis on a peu de recul. Donc ça quand même, l'histoire aide à comprendre les choses. Alors quand même, il y a on ne sait rien, mais si on sait quand même des choses, et il y a quand même des exemples clairs qui ont un effet sur le neurodéveloppement. Alors, je ne sais pas s'il y en a que vous connaissez, ou ça vous dit quelque chose, vous êtes plus ou moins sûr, vous en avez entendu parler ou pas. Peut-être pas. Donc très bien, je vous le dis. Donc ceux quand même qui ont été détectés en premier, c'est les métaux lourds. Les métaux lourds, alors pas tous, je ne veux pas en faire un espèce de groupement, mais il y en a entre autres 2 qui ont été très clairement démontrés, c'est le plomb et le méthylmercure. Et j'ai mis cette affiche de film, parce qu'il y a eu un film qui s'appelle Minamata, qui était sur l'exposition au mercure, et c'était un des points déclencheurs qui a fait comprendre la toxicité de ce composé sur l'enfant. Parce que c'était une usine au Japon qui fabriquait différents composés qui avaient besoin de mercure, méthylmercure, et donc il a rejeté ça dans la baie de Shiso. Et les enfants qui étaient en courant de cette eau ont été contaminés, et puis les mères buvaient de cette eau, et les enfants sont avec beaucoup de malformations. Donc c'était un cas, mais symbolique, parce qu'il y avait une exposition claire à une chose très concentrée. Après, ça a été reproduit dans d'autres endroits, et après, il y a des études fonctionnelles qui ont montré que vraiment, c'était un des déclencheurs, enfin le déclencheur de ces problèmes.
Le plomb aussi, c'est même plus historique. Ça a été montré. Il y avait des fuites de plomb aux États-Unis qui ont montré que c'était un des facteurs qui était lié à l'apparition, le facteur qui était lié à l'apparition de pics de problèmes de neurodéveloppement dans la population. Et aussi un peu plus récent. Alors j'ai mis ça parce que c'était vraiment la force des évidences. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute. Là, il n'y a quasiment pas de doute, mais il y a un peu moins d'études. C'est les pyralènes qui sont certains composants persistants et certains pesticides. Et donc à ça, il y a eu évidemment des politiques de santé publique qui ont banni certains composés dans l'environnement. Donc il y a des choses qui sont bien démontrées, mais il y a effectivement des choses qui le sont moins. Et il y a quelque chose qui est très débattu en ce moment. Qu'est-ce que vous auriez envie de savoir? Peut-être que ce n'est pas le bon que j'ai choisi. Sur quel polluant? Ah, oui, c'est vrai, j'aurais pu, mais je n'ai pas pris ça. mais je pense que là, il y a quand même des choses qui commencent à démontrer qu'effectivement, il y a des problèmes. Donc là, j'aurais pas choisi celui-là comme truc plus controversé, on va dire, parce que je pense que c'est pas abouti. Je vais vous montrer qu'il y a beaucoup d'étapes pour être complètement sûr, et être sûr en science, c'est plus de preuves. Mais je pense qu'il y a quand même des données pour dire qu'il faut faire attention. Non, j'ai choisi autre chose. Le cadmium? Ah oui, j'y ai pensé aussi. Mais alors, le cadmium, oui, non, je l'ai pas mis pour la bonne raison que il y a vraiment très peu d'études. Donc, les gens commencent à s'y intéresser. Donc, il y a effectivement des études de toxicité dans des cellules qui montrent que quand les cellules ingèrent, ça ne va pas être très bon. Et il y a des épreuves d'association. Mais alors, je ne l'ai pas mis parce qu'il n'y a pas encore de controverse. C'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, en effet, on n'a juste pas assez fait pour être sûr que ça soit le cas. Mais je pense qu'on va effectivement faire beaucoup d'études pour montrer que c'est sans doute le cas. En tout cas, à forte dose. Et je vais pas non plus. Voilà. J'ai pris quelque chose qui sont les plastiques. Parce que c'est quand même, il y a beaucoup de débats, c'est très controversé. Parce que c'est plus inerte, on peut comprendre que les métaux lourds, j'en ai montré 2, le cadmium c'est un métal. Je pense que psychologiquement on arrive à comprendre, on n'a pas les preuves, mais on a un cadre intellectuel pour le comprendre. Le plastique c'est plus compliqué, c'est plus inerte. Et donc je vais vous dire 2 choses. Alors pareil, je ne veux pas trancher le débat, j'ai aucune idée, mais c'était un papier qui a fait pas mal réfléchir et couler d'encre et qui a beaucoup agité la communauté, donc je voulais vous en parler, qui est sorti il y a 1 an, Nature Médecine. Et c'était cette étude qui a montré qu'on avait, donc ça c'est le papier officiel, et après ça fait plein de grosses pages en disant on a une fourchette de plastique dans le cerveau. Voilà. Et donc là évidemment, tout le monde a commencé à regarder que c'était un espèce de gros papier fondateur. Et je ne vais pas débattre ce qui est vrai ou pas dedans, il y a beaucoup de choses bonnes, mais il y a aussi des choses qui portaient attention sur comment on fait les choses. D'abord, c'est que la plupart des plastiques qui ont été détectés dans le cerveau, c'est du polyéthylène. Et en fait, c'est très proche des lipides, sur la signature qu'on a dans les techniques de détection. Et en fait, l'enrichissement qu'ils avaient en type de plastique, c'était surtout cela. Or, le cerveau est particulièrement riche en lipides, et il y a des lipides particuliers qui, justement, se rapportent à ça. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas vrais, mais il y a un vrai problème de méthodologie, ce que je dis, on a moins de recul. Donc déjà, il y a beaucoup de personnes, et moi, je ne suis pas une biochimiste, mais qui ont soulevé le cas, oui, mais attention. La deuxième chose, c'est que donc ça c'était l'idée qu'on avait du plastique dans le cerveau. Le deuxième grande idée derrière le papier, c'était qu'il y en avait beaucoup plus, 5 fois plus, dans les personnes qui étaient atteintes de démence. Donc là, j'étais chez l'adulte, c'est un exemple. Donc évidemment, ça fait aussi beaucoup de papier, beaucoup de temps. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que dans ces personnes qui malheureusement ont de la démence, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Et entre autres, il y a une barrière hématoencéphalique qui ne marche pas bien. Et il y a une élimination par le liquide céphalorachidien qui ne marche pas bien non plus. Et donc l'accumulation qu'on voit, on ne sait pas forcément une cause de démence, c'est la conséquence peut-être de la démence. Donc du coup, je ne tranche pas. Mais il y a plein de questions qui font qu'on ne peut pas, avec un papier, avoir une causalité derrière. Et effectivement, il n'y a pas d'étude fonctionnelle. Donc ça détecte, ce que je dis, ça détecte, et ça, je ne prends pas en compte s'il y en a peut-être, mais on ne sait pas ce que ça fait. Et derrière tout ça, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut plein d'études comme ça pour comprendre, parce qu'au final, ce qu'on va arriver pour prévenir, parce que c'est l'idée quand même de savoir, c'est la prévention, c'est comprendre ce qui vraiment a une cause ou pas. Parce qu'on est exposé à tellement de choses qu'on ne peut pas non plus se prévenir de tout vu dans une bulle. Donc la question, c'est lesquels sont vraiment dangereux. Et c'est vraiment la notion de causalité et d'être sûr que ceux-là, c'est ceux qu'il faut absolument éviter. Et alors ça, il y a donc en termes de causalité, donc là, après j'ai passé un peu à ce qu'on fait. Je suis à peu près au côté. Oui, incroyable. Il y a des critères assez bien réglementés pour comprendre à partir d'une observation comment on essaie d'arriver à une causalité. Donc pareil, c'est pas pour vous mettre les trucs dans la tête, mais en général, on part d'observation de cas cliniques, et c'est super important. Et je pense que des fois, on n'a pas assez en fait ce lien. On va avoir des cliniciens qui vont nous dire « moi j'ai vu ça », et il faudrait le regarder. Et je pense que c'est très important parce que l'observation, on le fait nous en biologie, c'est quand je vois un truc que je ne comprends pas, je cherche.
Et je pense que c'est très important qu'il y ait plus de cas où le médecin alerte, parce que ça ne veut pas dire que c'est forcément on va trouver une causalité, mais au moins on sait qu'on peut regarder. Donc une fois qu'on a cette alerte, après on peut faire des études à plus grande échelle, pour savoir effectivement à quel point c'est prévalent, est-ce qu'on peut commencer à avoir des associations, ça sur les données qui sont déjà là. On récolte des données qui ont déjà été collectées dans plein de cas. Et après, si on pense qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, on bouge à faire des cohortes. Donc des cohortes, c'est qu'on recrute, je pense que vous savez ce que c'est, mais on recrute des personnes pour des études, où on demande leur consentement. Et après, il y a cross-sectionnel et longitudinal. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas tant que ça? Oui, moyen. Donc longitudinal, c'est qu'on suit la même personne au cours du temps. Donc on va vraiment voir l'association au sein d'une même personne. Et cross-sectionnel, c'est dans des populations différentes et on la regarde en même temps. Et entre les deux, ça va nous donner quand même une idée de la progression de certains traits par rapport au temps d'exposition ou au type de population. Et j'ai mis un peu ensemble la réponse au dosage, parce que pour un des critères aussi qui tend à dire qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe se composer, c'est que la sévérité va avec la dose. C'est bête à dire, mais c'est important. Parce qu'aussi, il y a beaucoup de débats à quelle dose c'est un problème. Il y a plein de trucs qui seront faibles. Et parce que tout est toxique. À certaines doses, le sucre est toxique, tout est toxique. Donc la question, c'est vraiment à quel point ça répond et à quel point il y a un point critique. Après, il y a des expériences qui ne sont pas scientifiques complètement, mais qui sont quand même des expériences. Et en gros, il y avait un problème à un endroit donné, je le dis très bêtement, et on a enlevé la condition et le problème n'est plus là. Donc c'est une espèce d'expérience parce qu'on a changé une condition et on a pu l'associer. Donc on avait en gros une condition A puis une condition contrôle. On a enlevé. C'est des changements de conditions et ça c'est quand même aussi, c'est pas une causalité mais c'est une quasi-causalité. On commence à se dire s'il y a un changement à ce point radical qu'on a juste changé un seul composant entre, je sais pas, cette région géographique et après, ça déjà c'est une première preuve. Et c'est pour ça qu'il y a des tests aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on enlève dans cette... il n'y en a pas tant que ça, mais dans des zones où on suspecte qu'il y a peut-être des associations avec des pesticides, qu'est-ce qui se passe quand on enlève complètement? Le problème, c'est que c'est des études à très long terme, parce que c'est pour la génération d'après. Et après, pour passer à vraiment la causalité, donc c'est tout ça qui s'accumule, ce n'est pas une seule preuve, c'est des modèles biologiques, parce que là, on peut contrôler. On sait que ce qu'on met, à la dose qu'on met, et au final, ce qui va donner, c'est les mécanismes. Parce que les mécanismes, on a une causalité. Parce qu'on sait exactement que ça va être suffisant pour reproduire le problème qu'on voit. Et donc les mécanismes, ce n'est pas forcément nécessairement curatif, mais c'est essentiel pour identifier ce qui se passe et pour dire que oui, effectivement, c'est le problème qui va causer ces neurodéveloppements. Et ça donne aussi des marqueurs pour éventuellement avertir et prévenir. Et ça, je ne sais pas si vous voyez, c'était juste pour vous dire qu'en fait, il y a des critères de Bradford-Hill qui ont été mis en place il y a plusieurs années et vous ne voyez pas, c'est normal. Mais c'est juste pour vous dire que pareil, il y a un certain nombre de règles que les gens vont suivre pour savoir si on a 9 critères. Et est-ce que le composant qu'on regarde, est-ce qu'il répond à tout ça? Et donc vous avez des exemples où par exemple on a mis le tabac, le cancer du poumon, où en fait tous les cases sont cochées. Et par contre, l'aspartame et le cancer, parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, tous les cas ne sont pas cochés. Et donc ça cause à la prudence sur avoir une causalité. Donc cette fameuse causalité, c'est ce qui nous intéresse en tant que biologiste, parce que je ne suis pas médecin, donc je ne veux pas avoir la connaissance et le recul qu'a le médecin sur ce genre de tous les mécanismes. Mais ce qui m'intéresse, c'est avoir une causalité biologique pour expliquer ce que les médecins voient et les patients peuvent ressentir. Et donc pour ça, il faut vraiment trouver les mécanismes. C'est ce qu'on fait. Alors, comment on approche les mécanismes? Donc, on a besoin de modèles. Est-ce que vous pensez à un bon modèle? Question piège. Qu'est-ce qu'il faut être pour être un bon modèle pour voir ces questions? C'est toujours la question dure. Il n'y en a pas qu'un déjà, évidemment. Et en général, il en faut plusieurs, parce qu'ils ont tous leurs avantages et inconvénients. Pour deux choses, d'abord parce qu'il y a des trucs tout simples, c'est-à-dire que c'est la balance entre à quel point le modèle est facile d'accès, et on peut l'utiliser, à quel point c'est facile et complexe. Et des fois, il faut du très simple, parce qu'il faut déjà décortiquer le début, puis après, il faut passer au plus complexe, parce qu'évidemment, on ne peut pas non plus rester à qu'une seule cellule toute seule isolée. Mais souvent, on commence par ça. Après, à quel point il y a des conservations, parce qu'évidemment, on ne fait pas sur l'humain, donc on fait en général sur d'autres systèmes. Et à la fois, de conserver, c'est bien, mais être différent, c'est bien aussi, parce qu'on comprend pourquoi ça ne marche pas chez l'un ou chez l'autre. Et après, évidemment, il y a des problèmes d'éthique, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi sur n'importe quel modèle. Et donc, les modèles essentiels qui, à l'heure actuelle en biologie, d'abord, c'est les cellules en culture. Donc, c'est des cellules qui ont été isolées
de personnes saines ou malades, des fois il y a longtemps. Donc, soit qui sont des cultures qu'on dit primaires, ça vous dit quelque chose ou pas? Primaires, c'est qu'ils ont été isolés immédiatement, qui ont été mis en culture et qu'on regarde sur le moment. Donc elles vont leur vie de cellules avec leur temps de cellules. Mais après, il y a les cultures qu'on dit immortalisées, c'est-à-dire qu'elles ont été tellement transformées, elles se sont transformées au fil du temps, et finalement elles sont immortelles. Il y a les fameuses cellules HeLa, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est des cellules qui sont très très utilisées pour plein de tests. Et là-bas, c'est des cellules qui provenaient d'Henrietta, qui était une personne aux États-Unis. On avait pris contre son gré à l'époque, c'était il y a très longtemps, il y a 100 ans. Et en fait, ces cellules sont immortalisées. Et c'est tout le débat de ces cellules, parce qu'elles sont super méga pratiques. Elles sont là tout le temps, on les prend. Et elles disent des choses, mais c'est des cellules qui ne sont pas des cellules normales. Elles vivent tout le temps sans rien. Et ce n'est pas le but d'une cellule. C'est presque... Elles ont des altérations génétiques, etc. Mais pour certains mécanismes, c'est une porte d'entrée. On peut déjà comprendre et c'est facile. Donc ça, c'est la culture cellulaire. Après, il y a quelque chose qui est venu très, très, très récemment, qui est l'échelle au-dessus. Parce que la culture cellulaire, en général, c'est un type. Des fois, on met 2-3 types, mais c'est plus compliqué. Il y a quelque chose qui est venu récemment. Est-ce qu'il y a un modèle que vous connaissez qui a pris de la graine récemment? Des mini-tissus dans des petits puits, ça ne vous dit rien? C'est les organoïdes. Les organoïdes, c'est le modèle qui est apparu, je dirais, entre 5 et 10 ans. Et en fait, qui est apparu grâce aux connaissances que les gens ont acquises sur le développement basique, comment les cellules forment des organes. Et c'est l'idée qu'en fait, en prenant ces cellules souches, toute seule au début, elle va reconstituer l'organe, elle est là pour ça. Et donc, ce que les gens ont fait, c'est qu'ils arrivent, en fait, alors ils ne vont pas prendre les cellules souches de la personne ni du bébé, évidemment, mais maintenant, il y a des techniques où on prend la cellule de la peau, on peut les reprogrammer pour qu'elles se dédifférencient, et ça fait des cellules qui vont devenir à l'état souche. Et après, ces cellules souches, on peut les diriger vers le tissu qu'on veut. Alors, ça reste des bouts de tissu. Mais par contre, ça permet d'avoir un modèle intermédiaire qui va donner des organes, des bouts d'organes. Donc maintenant, il y a des organoïdes pour absolument tous les tissus. Et là, je vous montre un organoïde de cerveau. Et vous voyez qu'il y a des structures, en espèce de crevasse, qui commencent à faire des neurones organisés, comme chez le cortex. Donc ça vient, il y a beaucoup de gens qui font ça. Et donc, c'est toute une science. On peut les diriger, pas les diriger. On peut en faire du cortex, du cérébellum. Alors, évidemment, il y a des questions éthiques. On ne les laisse pas se développer trop longtemps non plus. Mais ça permet quand même de comprendre les côtés de compartimentation, d'assemblage. Et ce qu'on appelle, un grand concept en biologie, c'est l'auto-organisation. C'est à quel point, quand on met une cellule toute seule, elle va savoir ce qu'elle doit faire. Il y a une espèce de... Et elle sait ce qu'elle doit faire parce qu'elle comprend ses contacts avec les voisines. Et ça forme un tissu. Les derniers types de modèles qu'on a pour ça, c'est ce qu'on appelle les organismes modèles, donc d'invertébrés. Donc, je n'ai pas mis de nématodes, mais il y a beaucoup d'études d'épigénétique sur le nématode qui montrent justement c'est là l'organisme où était démontré en premier la transmission intergénérationnelle avec les plantes. Et il faut ces concepts avant d'aller ailleurs. Après, il y a le poisson zèbre, qui est l'avantage que le cerveau croît toute la vie. Donc, quand on regarde la croissance, c'est hyper utile. Et après, il y a évidemment tout ce qui est rongeur, où on se rapproche plus des mammifères avec avantages et inconvénients. Donc chacun a avantages et inconvénients. C'est une balance, et on ne répond pas forcément aux questions de la même façon, et ça enrichit les uns les autres. Donc ça, c'est les modèles. Et après, les techniques qu'on a, alors ça, je vais dire, je pense que vous le savez tous, mais c'est juste pour mettre tout le monde au même point. Donc d'abord, il faut regarder. C'est le principe, je dis, l'observation, c'est le plus important. On détecte et on observe. Donc il y a tout ce qui est détection de protéines, la microscopie, il y a tout ce qui est technique omique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, transcriptomique, protéomique, épigénomique. Donc, c'est toutes les choses. En fait, on regarde à l'échelle entière de génome, par exemple, ou de la cellule ce qui se passe. Donc, transcriptomique, ça va montrer tous les gènes exprimés à un moment donné. On regarde. La protéomique, ça va extraire toutes les protéines à un moment donné. Donc, maintenant, on fait même les techniques qu'on appelle en cellules uniques. Donc, avant, on prenait le tissu, on regardait. Maintenant, on peut prendre une seule cellule et ça va voir vraiment ce qui se passe. Et même, il y a des techniques où on prend une cellule, on lui ponctionne un petit peu, on la laisse vieillir, on la reponctionne, comme ça on comprend comment une cellule au cours du temps évolue. Donc on arrive à faire des choses quand même, je disais que ça va rapidement, mais les techniques vont très rapidement. Je ne dis pas qu'on a du mal à suivre, parce qu'on est content de les suivre, mais il y en a beaucoup, beaucoup qui sortent. Une fois qu'on voit ce qui se passe, il faut quand même pouvoir manipuler, parce que la manipulation, c'est quand même ce qui va apporter la causalité. C'est ce que ça suffit pour modifier ce qu'on voit. Et là, il y a deux options, il y a la génétique, et après, il y a mettre des drogues, c'est-à-dire des perturbateurs qui ont connu pour perturber telle ou telle voie de signalisation, par exemple, qui vont donner un effet. Et enfin, tout ça, il faut savoir ce qu'on fait. Donc, il y a les statistiques, évidemment, qu'il y a depuis longtemps, qui sont puissantes, mais maintenant, il y a de plus en plus de modèles mathématiques. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait des conférences au Collège de France sur ça. Et effectivement, maintenant, tout ce qui est biophysique et mathématique vient énormément dans les sciences de la vie,
parce que ça nous donne des hypothèses différentes et on interprète complètement à une autre échelle les données qu'on a. Et c'est vraiment des modèles très importants. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on fait nous sur un organisme simple, la puissance en fait de la génétique. Parce que la génétique, c'est quand même le moyen le plus propre de manipuler. Quand on met une drogue, alors évidemment, il y a des effets, mais ça va toucher toutes les cellules de façon quasiment indiscriminée. On a moins de contrôle de temps, etc. Alors la génétique, on peut être très précis, et c'est quand même très joli d'être très précis, parce qu'on a vraiment la causalité qu'on peut pas renier. En fait. Donc ça, c'est mon équipe. Et donc on s'intéresse vraiment au neurodéveloppement et aux cellules souches. Et donc nos questions plus précisément. Donc nous, on s'intéresse au développement, enfin, à la régulation des cellules souches parce qu'on appelle leur micro-environnement cellulaire, ou ce qu'on appelle la niche. Et donc la niche, c'est vraiment l'ensemble des cellules qui vont se trouver, ou des composants qui vont se trouver autour des cellules souches et qui vont la réguler. Et donc, c'est vrai, c'est un concept qui était trouvé dans le système hématopoïétique il y a des années. Et l'idée à l'époque, c'est que si on n'avait pas de niche, on n'était pas une cellule souche. Si on mettait une cellule dans une niche, elle devenait cellule souche. Maintenant, c'est un peu plus flexible. C'est généralement l'environnement des cellules souches, mais qui est important pour leur régulation. Et donc, dans le système nerveux, c'est composé de cellules en fait, que la cellule souche elle-même va produire. Donc, les neurones, on retrouve les cellules gliales et les cellules épandymères. Aussi la matrice extracellulaire, vous savez tout ce que c'est la matrice extracellulaire? Donc, c'est des protéines qui vont couvrir en partie les cellules, qui sont très importantes au niveau de signalisation, mais mécaniques aussi. On se rend compte que maintenant, c'est ce qui va vraiment aussi faire des gangs pour les cellules et diriger à quel point elles sont, par exemple, des compressions. Et après, il y a des composants qui viennent de l'extérieur, parce que le cerveau, c'est quand même un organe assez spécial, où c'est colonisé tôt par plein de cellules qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a les microglies, qui sont les cellules immunitaires résidentes, qui ont été formées par le sac embryonnaire très tôt, et qui vont en fait rentrer dans le cerveau en formation avant que la barrière hématocéphalique se ferme. Une fois que c'est fermé, ça ne peut plus rentrer, sauf cas particulier. Il y a évidemment les vaisseaux sanguins, qui sont faits par les angioblastes, et il y a les péricytes, qui sont des cellules murales qui vont aider les vaisseaux. Donc tout ça, c'est le micro-environnement, et nous, on s'intéresse à quel point ces cellules contrôlent par leurs signaux elles-mêmes ce qui se passe au niveau des cellules souches. Et en fait, sa niche, elle a 3 rôles. D'abord, elle génère ses propres signaux. Donc, elle va sécréter des molécules qui vont aider les cellules souches. Donc, il y a des exemples démontrés, par exemple, pour les vaisseaux sanguins. Les cellules endothéliales très tôt, elles vont sécréter des molécules qui vont faire que les cellules souches elles se mettent à certains endroits pour qu'elles soient plus ou moins hypoxiques. Il y a le fait que c'est aussi un échafaudage structural. Donc, c'est ce que je disais, il y a quand même une grosse montée de la mécanique dans les tissus, à quel point la mécanique en fait, est quasiment au-dessus de la biochimie, c'est-à-dire qu'il va y avoir des signaux d'interface avec les cellules et de compression qui vont en fait enchaîner tout le reste. Et ça, c'est vraiment un système je dirais un champ de recherche en pleine expansion. Et en fait, ce que j'ai parlé aujourd'hui, c'est le côté exposome. Et en fait, la niche, c'est un peu l'interface. Parce qu'avant, pour les cellules souches, pas pour le cerveau, c'est déjà dans le cerveau, mais la niche, c'est vraiment, comme elle est autour des cellules, elle la régule, c'est ce qui va être un peu là pour filtrer ou pas ce qui vient aux cellules souches ou le transformer. Et donc, moi, mon modèle, et vous le verrez plus après, pareil, c'est la drosophile. Donc, Drosophila melanogaster, c'est la mouche du fruit, celle que vous voyez sur vos petits fruits l'été. Donc, vous le verrez différemment maintenant, enfin, j'espère. Vous l'écraserez plus. Et en fait, pourquoi cette petite mouche, on l'aime tellement, c'est que c'est le modèle génétique par excellence. En fait, le modèle, il a 120 ans. Il a été il a été développé par Thomas Morgan aux États-Unis. Et en fait, c'est encore le seul système, et c'est pour ça qu'on est là. C'est pas parce qu'on ne fait que l'aimer, c'est qu'elle est vraiment utile. Parce qu'on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc, on a ce qu'on appelle des systèmes de contrôle binaires. Donc, l'idée, c'est que on peut vraiment... Donc, en gros, on a un activateur, et puis on va avoir celui qui va répondre. Et l'activateur, on peut choisir dans quel tissu il est, à quel moment il est. On peut aussi, évidemment, lui dire de conduire ce qu'on a envie. Et conduire, ça peut être des gènes de surexpression. Donc, on peut lui dire, maintenant, j'aimerais mettre un gène de croissance ou j'aimerais tuer ce gène d'adhésion. Donc ça, c'est très important parce qu'on a des contrôles de spécificité. On est vraiment spécifique et causal. On peut prendre qu'un type cellulaire. Dans le temps, on peut le démarrer quand on veut et l'arrêter quand on veut. Et aussi, on peut le faire en parallèle. On a 3 systèmes binaires. Donc, si j'ai envie de modifier mes cellules gliales et en même temps modifier les cellules souches, je peux. Et ça, il y a que c'est le seul modèle où on peut le faire. Et c'est important quand on regarde évidemment les interactions cellule-cellule. On fait l'analyse clonale. Donc ça, l'idée, c'est qu'on peut aller plus petit que le tissu. Donc là, l'idée, c'est qu'on va par exemple exprimer dans toutes les cellules souches. Mais maintenant, je ne vais pas faire ça. Je vais exprimer que dans 2. Parce que ça va m'aider de comprendre, est-ce que c'est vraiment localisé, est-ce que c'est régional. Et puis si des fois, enlever, par exemple, un gène ou un facteur est délétère et que l'animal ne se développe plus, on va faire que dans 2.
Et ça, pareil, on le fait très difficilement dans d'autres organismes. Et enfin, parce que la communauté est très active, on a en gros une collection énorme qui sont déjà faites sur tout. Donc si un jour j'ai découvert que ce gène qui n'était pas connu est important pour le cerveau, eh ben, j'ai la lignée qui est prête et je peux directement faire mes paires de fonctions où je peux regarder. Et ça, c'est vraiment utile parce qu'on va vite. Et l'avantage du modèle, c'est qu'on va vite et qu'on peut être vraiment causal. Et donc ce modèle, évidemment, il ne peut pas reproduire ce qui est chez lui, on est d'accord. Mais l'intérêt qu'il a, c'est qu'il peut faire deux choses. D'abord, il peut proposer de grands concepts. Et donc c'était quand même le système où on a montré qu'il y avait une segmentation de l'antérieur au postérieur, donc la tête aux pieds des organismes, y compris chez l'homme, avec les gènes GAP, les gènes OX, et que ça a été montré conservé chez la souris et chez l'homme. On a aussi montré qu'il y avait une horloge circadienne, il y a eu un prix Nobel il y a quelques années pour ça, et c'est la drosophile, on a montré en premier et comment c'était régulé. Donc ça, c'est plutôt les concepts. Le rythme circadien est important, la segmentation est là. Et après, ça a montré aussi, ça a identifié des protéines conservées. Donc il y a une qui s'appelle Armadio, parce que la drosophile, elle donne toujours des petits noms un peu bizarres, parce que on nomme le gène de phénotype de la mutation. Donc dans ce gène-là, eh ben, les cellules avaient une tête un peu... Donc là, ils l'ont nommé Armadillo, qui est le tatou. Hein. Et en fait, c'est un gène d'adhésion qui est partout présent. C'est la bêta-caténine qui est présente entre toutes vos cellules épithéliales. Donc découvert chez la drosophile. La voie TOL, qui est une voie d'immunité importante. Et la voie hypo aussi, parce que c'est une voie de croissance majeure. Donc c'est la voie iaptase en vertébré, je ne sais pas si vous dit quelque chose, mais c'est découvert chez la drosophile et ça a été nommé hypo. Donc c'est pas que je vends mon modèle, mais un peu quand même. Mais c'est pour dire que c'est un modèle qui est encore important pour découvrir des grands concepts et qui a quand même une conservation qui n'est pas négligeable. Alors avant, il ne faut pas faire n'importe quoi, et puis il faut choisir avec soin. Mais il y a environ 3/4 des gènes humains qui sont associés à présent à une maladie qui ont une équivalence chez la drosophile. Et donc, ça permet de comprendre des mécanismes moléculaires. Évidemment, ça ne va pas reproduire complètement le phénotype, mais si on se dit pourquoi cette molécule elle perturbe mon transport, mais ça, je peux le faire dans des cellules drosophiles et vraiment avoir une causalité. Et ça donne des idées, des marqueurs. Ça, on sait ce qu'on sait faire. Donc c'est mon modèle, et plus précisément, moi, je ne regarde pas la mouche adulte parce qu'elle ne se développe plus. Donc je regarde la larve. Ce que vous avez là, c'est le système nerveux périphérique. C'est tous les neurones. Voilà. Donc chaque point, c'est un petit neurone qui va envoyer ses axones, qui va se connecter. Donc ils forment des circuits très précis. Et ça, c'est le système nerveux central. Vous avez le cerveau au milieu et qui va envoyer ses nerfs moteurs pour que l'animal puisse se déplacer. Et donc, nous, ce qu'on regarde plus, c'est ce qui se passe au niveau du système nerveux central. Ça ressemble à ça. C'est déjà développé, en fait. Donc ce que vous avez en blanc, c'est les cellules souches neurales. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut les marquer. Parce que, donc on peut aussi les marquer chez les vertébrés, hein, mais la petite difficulté, c'est que les cellules souches neurales, chez les vertébrés, elles ont une origine ou un chevauchement glial. On appelle les cellules gliales radiaires. Et donc, le marqueur qui est GFAP, qui est utilisé surtout pour les cellules souches, est aussi en partie chez les astrocytes. Donc, ça n'empêche pas tout, mais effectivement, on n'a pas cette unicité qui, là, est pratique pour les trier, les prendre, etc. Donc, ensuite, comme ça, c'est les cellules souches. En bleu, vous avez les neurones qui ont été produits. Donc les neurones, on retrouve dopamine, sérotonine, il y a tous les trucs très classiques, hein, voilà, qui vont connecter pour faire des circuits, qui ne sont pas montrés là, parce que je montre le corps cellulaire. Et autour d'eux, il y a des cellules, les cellules gliales, qui forment des réseaux aussi, comme les astrocytes. Et cette barrière hémato-encéphalique dont j'ai parlé avant, alors là, pour le coup, la structure n'est pas la même, parce que la barrière hémato-encéphalique chez les vertébrés, c'est l'ensemble de tous les vaisseaux qui vont au cerveau, je vais y arriver. Alors que cette drosophile, je compare toujours, c'est une orange en fait. C'est la couche la plus extérieure du cerveau. Mais néanmoins, ça fait la même chose. Ça a des jonctions serrées, je vais vous montrer après. Et ça a des filtres avec des récepteurs très conservés comme les récepteurs ABC. Et donc dans ça, nous, les méthodes principales qu'on utilise, c'est beaucoup de génétique. Là, on peut marquer par exemple des groupes de cellules. Chaque couleur, c'est une cellule souche qui s'est divisée, qui a donné des neurones. Donc on peut vraiment les individualiser et les regarder. Et en plus, autour, mettre par exemple la cellule gliale. Et on peut manipuler. On peut faire de l'imagerie en temps réel. Donc là, c'est par exemple, on peut colorer des cellules et comprendre, oui, celle-là va pouvoir propager son signal à l'autre ou pas. Donc ces outils qu'on dit optiques. Et après, on fait pas mal de transcriptomie. C'est ce que je disais, on peut regarder l'expression des gènes à un moment où on veut, en cellules uniques ou en tissu. Et après, on fait des choses un peu plus précises. On peut cultiver les cerveaux en entier, ce qui aussi est intéressant quand on veut faire de l'exposition à des exposomes, sans passer par le côté qu'on dit systémique, parce que je reviendrai, mais des fois, ça cache des aspects locaux. Et on fait des tests comportementaux, parce que oui, ces mouches ont des comportements, elles ont une mémoire,
elles ont des comportements moteurs, elles ont des comportements de reconnaissance qui font qu'on peut, assez stéréotypés, qu'on peut regarder. Je vais vous donner 2 histoires qu'on a fait dans l'équipe qui vous montrent un peu, c'est pour vous illustrer ce qu'on fait, mais bon, si on ne va pas en détail, c'est pas grave. La première, c'est on a regardé ce qui se passait au niveau d'une infection par streptocoque de groupe B, et ça c'est publié. Et la dernière, c'est ce qui est en cours sur ce qui se passe quand le cerveau développement est exposé à l'alcool. Donc la question a commencé dans l'équipe où c'est tout le paradoxe du système nerveux, c'est qu'à la fois il est super protégé, il a la barrière hémato-encéphalique qui fait quand même très bien son travail, mais qu'il est sensible parce que dès qu'il rentre dans le cerveau en développement, ce que je vous ai montré, c'est ces souches sont touchées, on perd tous les lignages neuronaux. Et donc chez la drosophile, ce que je vous ai montré, il y a une barrière hémato-encéphalique, cette barrière physique et chimique qui va entourer. Et donc, peu importe ce dessin, vous avez en gros le cerveau, la circulation, et c'est cette couche-là qui a des petites jonctions au milieu qui vont empêcher n'importe quoi de passer. Ça, c'est bien défini. Et donc ça ressemble à ça quand on voit dessus, ça fait cette couche cellulaire. Et ce qu'on voit ici en vert, c'est les jonctions entre cellules. Ça fait cette espèce de mosaïque. Et entre ces jonctions, les molécules ne peuvent pas passer, elles sont arrêtées. Voilà. Et en fait, en ultramicroscopie, ça ressemble à des petites échelles entre cellules. Et donc, en fait, c'est quand j'ai commencé mon équipe il y a quelques temps. Et en fait, il n'y avait pas de modèle d'infection chez la drosophile au niveau du cerveau. La drosophile, c'est un modèle qui était très étudié, très utilisé. Je voulais parler de la voie Toll pour les défenses intestinales. C'est là où la voie Toll a été identifiée. Donc, il y avait une grosse communauté. Mais au niveau du cerveau, il n'y avait pas grand-chose. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est de savoir si ça pouvait être un modèle pour comprendre l'entrée de certains pathogènes mammifères. Et donc, on a mis au point 2 systèmes. Le premier, c'est un système d'explant, c'est-à-dire qu'on sort leur cerveau et on le met directement en culture. Et l'avantage, donc il survit un moment, je vous rassure, c'est l'avantage du système qui est ça. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut, c'est facile, mais surtout, c'est qu'on s'extrait des contraintes, ce qu'on appelle systémiques. Donc systémique, c'est ce qui se passe dans le sang, partout. Et souvent, on a une inflammation. Donc évidemment, l'inflammation contribue au phénotype, il faut la regarder. Mais elle cache d'autres choses. Et donc en général, on veut comparer un modèle en explant avec un modèle in vivo, où là, on va tout avoir. Et donc on a développé les 2 modèles pour vraiment comparer ce qui se passe quand le cerveau tout seul est exposé et quand ça passe via le système immunitaire, parce que la drosophile a un système immunitaire aussi, et ce qui se passe dans la circulation, alors pas sanguine, mais ce qu'on dit de l'hémolymphe, de circulation. Et de ça, on a, donc c'est l'avantage de l'Institut Pasteur, c'est qu'on a plein de pathogènes, des gens qui travaillent sur pathogènes spécialisés autour. On a sélectionné un certain nombre qui étaient connus pour passer la barrière hémato-encéphalique chez les humains et pour être associés à des pathologies. Et donc on a fait un crible, je ne vais pas vous montrer, de plusieurs pathogènes. Et de ça, on a eu plusieurs qui effectivement étaient capables de traverser la barrière, ce qui était un premier challenge pour nous, parce que je n'étais pas sûr que ça marchait, donc on était tous contents. Et on s'est concentré sur un qui s'appelle le streptocoque de groupe B, ou GBS, je vais l'appeler comme ça, parce que si je dis à chaque fois streptocoque, je ne vais pas m'en sortir. Donc c'est GBS. Et GBS, vous êtes tous, je pense que vous connaissez, mais c'est la cause majeure en fait, d'infection néonatale, encore. Pourtant, il y a la prophylaxie. Quand on est enceinte, on se fait tester, on se fait suivre. Et si on est infecté, parce que c'est un commensal, donc ça vit dans les voies vaginales, on en a dans les muqueuses, on a une prophylaxie avec des antibiotiques. Donc il y a ça, mais tout le monde n'est pas détecté. Et même, on arrive quand même à pas complètement éradiquer, entre autres parce qu'il y a des contaminations à la naissance, mais aussi des combinations un peu après par le lait maternel. C'est pour ça que j'ai parlé de l'allaitement. Et donc, il y a différents types. Il y a short and long, comme on dit. Enfin, il y a différents types qui sont associés à différents moments d'apparition de la pathologie. Et donc, il y a malheureusement, quand leur mentalité est associée, il y a des séquelles neurologiques chez les enfants qui ont ces infections. Par contre, ça peut aller très vite. Donc la question, c'est comment le streptocoque il arrive à passer la barrière hémato-encéphalique chez l'enfant, et éventuellement chez le nouveau-né. Et en fait, il y a eu beaucoup d'études. Il y a eu de très jolies études qui ont montré le rôle, entre autres, de protéines d'adhésion, donc comment ce pathogène il va s'ancrer sur la barrière hémato-encéphalique. Mais en fait, il y avait très peu de facteurs comment il pouvait vraiment passer les cellules. Donc on s'est dit, est-ce que notre modèle il peut proposer des pistes qui ensuite peuvent être testées ailleurs? Et donc ce qu'on a fait, déjà, on a pris différents isolats cliniques, peu importe le nom, on a montré que tous ces isolats cliniques qui avaient des spécificités un peu différentes de temps passé, la barrière, on les voit là à l'intérieur du cerveau. Et de ça, je vous le dis juste parce qu'on a choisi un sérotype particulier, mais en fait, on a les mêmes conclusions sur d'autres. Donc c'est juste pour vous dire qu'après, je vais vous montrer plus de détails sur ce sérotype-là, qui est le sérotype NEM316, peu importe. Et donc on s'est dit, OK, qu'est-ce qui est important dans ces cellules GBS pour passer la barrière? Et on a fait un crible génétique côté d'abord bactéries. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on était en association avec l'équipe de Shinor Ramsey à Pasteur, qui était spécialiste de ce pathogène. Et en fait, il y a plein, il ne faut pas retenir les noms, mais il y a plein de protéines qui sont connues pour être à la surface.
certains associés avec des phénotypes, d'autres non. Et la question, c'est quand on les enlève, qu'est-ce qui se passe pour le cerveau de la drosophile? Est-ce que ça rentre toujours ou pas? Et donc, c'est les réponses là. Et la seule chose qu'il faut que vous voyez, c'est ça, là. En gros, il ne rentre quasiment plus rien quand on enlève tout ce qui est lipoprotéines. Donc, elles ont beaucoup de lipoprotéines de surface. Il y en a 39 supposées. Tous ne sont pas connus. On s'est dit, OK, donc les lipoprotéines de surface sont importantes pour passer chez la drosophile. Est-ce qu'il y en a une en particulier où il y en a plein qui sont importantes et là, c'est un peu plus compliqué. Et en fait, on a trouvé une. Donc, c'était quand même aussi super sympa pour nous de pouvoir isoler un qui s'appelle BLR. Pareil, l'important, ce n'est pas le nom. Mais c'est une protéine qui n'avait jamais été vraiment regardée. En fait, on s'y est intéressé parce qu'elle exposait une grande partie de sa chaîne à l'extérieur. Et donc, l'idée, c'était effectivement que ça peut être un système qui veut vraiment s'ancrer à des récepteurs sur la barrière. Et donc, la question, c'est est-ce qu'elle est importante? Et oui, donc là, pareil, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est mon entrée en conditions normales dans le cerveau. Et quand j'enlève BLR, que le BLR, on descend très bas quasiment quand on enlève toutes les lipoprotéines. Et à l'inverse, quand on la remet, on peut faire du génétique, on la remet, ça remonte. Et quand on la surexprime, on n'en met plus, ça rentre même un peu mieux. Donc c'est vraiment une protéine clé, une lipoprotéine clé pour faire rentrer. Mais ça, c'était que le début. Comment ça se fait pour passer chez la drosophile? Et c'est là où on a pu utiliser la génétique plus précisément, parce que la question, c'est sur quoi elle se lie et comment elle fait pour passer cette barrière. Et donc là, c'était l'idée, finalement, peut-être, c'est pas un pathogène normal de la drosophile. Donc elle doit utiliser ce qui est sur la barrière et le kidnapper. Donc c'est quelque chose qui est là et qui est utile à normalement au fonctionnement de la barrière. Et on s'intéressait aux récepteurs des lipoprotéines. Et il y en avait certains qui étaient connus pour être exprimés dans la barrière pour importer des lipoprotéines circulantes pour plein d'autres raisons. Et donc ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y en avait une en particulier de nouveau qui était importante pour le passage. On appelle LPR2, de nouveau pas, c'est pas très important. Ce qu'on a montré, c'est que ce LPR2 qui est là en vert était exprimé quasiment uniquement dans la barrière hémato-encéphalique. Ils colocalisent, ils sont ensemble. Et qu'en plus, quand on a enlevé les différents récepteurs dans la barrière uniquement, donc c'est l'avantage de la drosophile, on n'a pas enlevé partout, parce que sinon c'est létal, ça meurt. On n'a enlevé que dans la couche de la barrière. Et en fait, uniquement enlever celle-là donnait un phénotype. Donc c'était la seule qui était importante. Et ça nous permet de dire que oui, LPR2 était le récepteur de BLR chez GBS. Et en plus, on a montré qu'il se liait l'un à l'autre. Je vais vous passer les détails. La dernière chose que je vais vous dire, parce que mon but, c'est pas de vous assommer, c'est de vous montrer un peu ce qu'on fait, ce qu'on arrive à faire, en fait, qui donne des pistes. C'est que quand on pense aux pathogènes, il y a 3 grandes voies connues pour que ça passe à travers la barrière chez le mammifère. Soit c'est transcellulaire, c'est-à-dire ça va être ingéré par la cellule et recraché. Soit ça va passer par les jonctions et les détruire, ces fameuses jonctions serrées dont j'ai parlé. Soit ça va utiliser une cellule autre, et souvent un macrophage comme cheval de Troie, pour rentrer dedans. Les macrophages, normalement, ils ne rentrent pas, mais dans des conditions où il y a un peu d'inflammation, ça va passer. Et donc nous, on s'est dit quand même, celle-là, c'est bien parti parce qu'il y a un récepteur à la surface et sans doute, ça peut être ce qu'on appelle internalisé, c'est-à-dire rentrer. Et c'est là aussi où la génétique était importante, parce que pareil, ne regardez pas tous les détails, mais l'idée, c'est que quand une cellule, quand elle doit internaliser quelque chose, donc elle doit la faire rentrer dedans, et les récepteurs, elle doit les faire rentrer. Parce que sinon, ce qui est lié, elle ne le ferait jamais rentrer, ça doit rentrer. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'endocytose, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ou pas, voilà, c'est bien. Et donc il y a tout un système, et la question, c'est finalement, est-ce que l'endocytose est important pour notre mécanisme ? Et il y a 2 choses qu'on a faites. La première, c'est qu'on a fait des marquages très spécifiques. Donc on a pu montrer que GBS, localisé dans des vésicules qui étaient spécifiquement de certains de ces compartiments endocytiques, et spécifiquement qui venaient de la barrière hémato-encéphalique. Et pareil que GBS était spécifiquement trouvé dans des vésicules de la barrière encéphalique et avec son récepteur. Donc ça déjà, ça montrait que c'était vraiment précis. Et en plus, on a fait encore de la génétique, où on a en gros invalidé différentes parties de ce schéma que dans cette cellule, et on a montré que c'était suffisant pour lever l'entrée. Donc ça nous a permis d'avoir un mécanisme, je ne vais pas redétailler plus, pour montrer comment ça passait finalement de l'extérieur à l'intérieur. Mais finalement, est-ce que tout ça, c'est en explant. Et c'est super pour les mécanismes, mais est-ce que finalement, avoir cette bactérie à l'intérieur fait quelque chose pour cette drosophile? La réponse est oui, c'est un facteur de virulence. Et donc pour ça, on est passé en animal entier. Et ce qu'on a montré, c'est que quand on injectait en animal entier ces pathogènes, déjà, ils rentraient. Ils rentraient. Et quand on enlevait BLR, ils ne rentraient plus. Et en plus, au niveau des courbes de survie, pareil, ça rentrait et ça tuait les animaux. Et quand on enlevait BLR, les animaux vivaient beaucoup plus. Et donc ça, c'est résumé dans ça. Donc ce qu'on a montré, c'est qu'on a pu identifier BLR comme facteur qui était important pour le passage à la drosophile. On a vraiment une causalité.
Quand on l'a plus, il y a moins d'entrée dans le cerveau et la survie est meilleure. Il y a aussi d'autres phénomènes qui se passent qui aggravent chez l'atrophie. Il y a les biofilms, ça veut dire quelque chose, c'est ce qui se passe. Des fois, il y a des biofilms dans les cathéters avec des champignons, mais les bactéries produisent plein de biofilms et c'est un facteur, et c'est un problème important de virulence. On l'a retrouvé aussi chez la drosophile. On sait aussi que les macrophages sont impliqués, donc ça, c'était plein d'études. Mais au final, ce qui était aussi important, c'est qu'on a montré que c'était conservé chez la souris. Donc on s'est associé avec une équipe, on a montré que quand on injectait ces souris avec GBS, il y avait 50% qui mouraient au bout de quelques jours et les survivantes avaient des problèmes, malheureusement, de paralysie. Et juste enlever BLR remenait 100% de survie. Donc juste ce facteur suffisait à changer. Et maintenant, on le regarde comme une cible thérapeutique en regardant quel domaine est important, parce que c'est une grosse protéine, quel domaine est important pour rentrer et quel est le problème de virulence. Sur l'alcool, ouais. Donc là, c'est des choses qu'on n'a pas encore publiées, qui sont en cours. Et donc, je peux passer plus vite sur certains points, mais l'idée, c'est qu'il y a ce syndrome d'alcoolisme fœtal, qui est un syndrome, donc il y a des malformations dans les cas extrêmes crânio-faciales qu'on voit, mais c'est aussi la première cause de troubles développementaux qu'on dit non génétiques. En tout cas, c'est ce qui a été démontré par statistiques, et ça affecte du comportement et de l'apprentissage. Et la prévalence est en gros entre 5% en Europe et aux États-Unis. Et il y a un site, alors pareil, c'est pas pour que j'endorse tout, hein, mais c'était intéressant, qui regarde à ces troubles du spectre d'alcoolisme fœtal, parce qu'en fait, qui s'appelle Justice, parce qu'en fait, il a été montré qu'il y a beaucoup d'enfants qui se retrouvent dans les cours de justice parce qu'ils ont des problèmes, qui en fait ont des enfants qui sont exposés. Donc il y a malheureusement un enrichissement. Et qu'en fait, si on peut les diagnostiquer et comprendre plus tôt, on peut les aider plus tôt. Donc je pense que c'est intéressant qu'il met cette valeur qu'on ne connaissait pas. Donc qu'est-ce qui se passe quand quand l'enfant est exposé à l'alcool? Donc évidemment, ça dépend aussi du temps d'exposition. Plus tôt, ça va empêcher la neurulation, plus tard, donc c'est un spectre large. Ce qui est clair, c'est qu'on a des anomalies au niveau de la structure. Donc là, vous voyez, c'est un enfant exposé, non exposé. On a de la microcéphalie, le cerveau est plus petit. Et aussi, ça, c'est des connectivités de neurones qui sont affectées. Donc ça, c'était bien démontré. Il y a des anomalies cellulaires, les neurones ne migrent plus très bien, il y en a qui meurent, et il y a des circuits de sécrétion de neurotransmetteurs qui ne se mettent pas en place correctement. Et au niveau des marqueurs, donc on sait qu'il y a du stress oxydatif, mais c'est un peu le problème, c'est que le stress oxydatif, c'est comme l'inflammation, il y en a dans plein de pathologies, donc c'est dur d'associer à quelque chose de spécifique. Il y a aussi des marqueurs épigénétiques qui sont bien démontrés, entre autres d'hypométhylation, c'est-à-dire que tout va être moins méthylé, donc, mais il y a aussi des gènes un peu plus spécifiquement touchés. Et ça, l'idée, c'est que ça peut être aussi transgénérationnel, parce que si ça touche l'enfant très tôt, il va avoir un marquage très tôt. Donc la question, nous, c'est qu'en est-il des cellules souches, parce que c'est notre intérêt principal, c'est de revenir vraiment très tôt au début. Il y a des études, mais qui ont été surtout faites in vitro, sur des cellules isolées. Il y a quelques organoïdes, mais ça commence à peine. Il y a quelques modèles de rats, mais aussi il n'y en a pas tant que ça. Et ce qui était quand même vraiment clairement démontré, c'est qu'il y a une neurogenèse qui se passe moins bien. Donc les cellules souches prolifèrent moins. Et il y a aussi il y a plus de stress oxydatif. C'est difficile d'avoir quelque chose de spécifique. Et donc on s'est dit, est-ce qu'on peut utiliser notre modèle pour trouver s'il y a quelque chose de particulier qui se passe au niveau des cellules souches. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre nos cerveaux en explant. C'est le même signe que je vous ai montré avant. Et on va l'exposer à de l'éthanol, qui est l'alcool qu'on a dans les vins, pendant 1h30. Donc on a tenté plein de choses. Je ne vais pas vous dire tout ce qu'on a fait en termes de dose aussi, parce que la question, c'est combien on met dans le milieu qui passe dans le cerveau. Donc, et puis la drosophile n'a pas la même physiologie, donc on a mis pas mal de temps à mettre ça en place. On a maintenant un protocole qui marche. Donc on les expose 1h30, après on regarde ce qui se passe. Et à différents temps, on peut regarder les cellules souches, comment elles se comportent. Et ce qu'on a montré, c'est qu'elles se divisent moins. Donc ça, on était plutôt rassurés, parce qu'on a effectivement, on voit dans les modèles autres qu'il y a la neurogénèse qui est moins importante, et on retrouve aussi une neurogénèse moins importante durant le temps d'exposition. Et donc ce qu'on voit là, c'est les cellules souches en rose, on a la division cellulaire qui est marquée en orange, et qu'on voit au bout d'1h30, il n'y a quasiment plus rien. Et ça, c'est des marqueurs de phase, peu importe. Et en fait, quand on l'enlève, quand même, ça revient. C'est-à-dire qu'il y a un côté réversible. Et dans un sens, c'était OK. Finalement, c'est que le moment de l'exposition qui est mauvais, à part que ce n'est pas complètement l'histoire, parce qu'évidemment, tous les neurones qui ne sont pas générés durant le temps d'exposition ne seront plus générés. Et c'est ça aussi la complexité, c'est quel est le rythme d'exposition. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats, est-ce que c'est l'alcoolisme chronique ou ce qu'on appelle binge drinking. Et en fait, maintenant, l'histoire du binge drinking est pire, apparemment. Parce que effectivement, ça fait une espèce de relâchement. Et dans ce relâchement, la cellule va recommencer à proliférer, mais des fois, elle va s'y mettre avec difficulté, avec des erreurs. Et donc, ce n'est pas forcément facile non plus de gérer du on and off tout le temps. En fait.
Et les deux données que je vais vous donner, puis j'ai fini, donc courage, on est là. C'est qu'en fait, ce qu'on s'est montré, c'est que ces cellules souches, en fait, elles n'arrivaient pas bien à se diviser. Donc là, vous avez une cellule normale, il y a le noyau et la cellule autour. Donc le noyau, il est en rose et la membrane, elle est en verte. Oups, pardon. Et en fait, au bout d'un moment, au début, ça va. Et puis plus ça va, vous voyez que vous avez 2 petits noyaux dans une cellule ici. Et après, vous avez même 2 gros noyaux dans une cellule. Donc on arrive à des cellules qui sont dites multinucléées. Donc elles ont commencé à diviser leur noyau, mais pas leurs cellules. Et ça, c'est pas bon, parce qu'on a la polyploïdie dans les cellules. Et la deuxième chose qu'on a remarqué, c'est qu'elles font... Oups, il y a une mouche, donc peut-être que je l'ai remportée moi, je ne sais pas. C'est qu'elles font la division symétrique, et ça, c'est pas normal. Donc normalement, on a une cellule, elles font la division asymétrique en destinée, c'est-à-dire que la grande va rester cellule souche et la petite va devenir neurone, mais aussi en taille. Et c'est l'avantage de la drosophile, c'est qu'on voit vite grâce à la taille. Et donc là, c'est ce qui se passe normalement. Mais en condition d'alcool, on a 2 cellules souches normales. Enfin, pas normales, mais il y a 2 cellules souches. Et la question, c'est cellules souches en plus, qu'est-ce qu'elles vont faire? Quelles neurones elles font? Comment elles s'intègrent? Donc quelque chose qui n'est pas forcément... Là, pour le coup, ça ne va pas disparaître. Même si après, celles qui restent reprennent leur activité, il y en a en plus, et je ne sais pas comment elles vont s'intégrer au circuit. Donc pour résumer, regardez pas tout ça, mais on a commencé à avoir un mécanisme où on pense que, comparé à une cellule souche normale qui va se diviser asymétriquement et générer son lignage neuronal, sous l'alcool, ces cellules souches, elles vont faire des divisions ou symétriques ou devenir polyploïdes. Et après, on a des mécanismes qu'on a commencé à regarder, mais que je ne vais pas détailler. Et donc ça, on est en train d'avoir des protéines cibles. Et maintenant, on est en train de passer en fameux organoïdes. On a une plateforme à l'Institut Pasteur pour voir si certains des concepts qu'on a peuvent être aussi directement vus sur le... Donc voilà, le message essentiel, c'est qu'il y a vraiment ce dialogue entre à quoi on part, ce qu'on est et à quel point c'est influencé ou pas. Il ne faut pas non plus tout paniquer sur l'exposome. Je l'ai montré pour le neurodéveloppement, mais évidemment, il y a chaque spécialité, et je ne pourrais pas en parler. Et donc de ça, l'idée, c'est qu'il y a sans doute, il y a sûrement des cas où on va pouvoir directement avoir une malformation congénitale, mais des cas où ce ne sera pas détecté, mais qui plus tard vont se révéler. Et c'est là le challenge. Il y aura tellement un laps de temps. Mais si on comprend un peu mieux ce qui se passe là, même si ce n'était pas détecté, mais au moins on a des marqueurs, on peut comprendre, peut-être que ça peut lier plus tard. Et c'est pour ça que les mécanismes sont très importants. Et l'idée, c'est exactement ça, c'est trouver des mécanismes. Donc ça, c'est vraiment, sur le moment, est-ce qu'on peut déjà aider à au moins ralentir? Mais surtout après, c'est si on comprend qu'il y a une causalité, on va essayer de la chercher. Enfin, on va essayer de la comprendre et de la regarder plus en détail et de ne pas l'ignorer, en fait. Et je redis de nouveau l'exemple des maladies neurodégénératives, parce que moi, je trouve que c'est super intéressant, de ce concept qui chiffre complètement de maladies associées à l'âge à une maladie du développement. Et je pense que ça va changer complètement la façon dont on considère en fait ce genre de maladie. Et ça, j'ai fini, je vais quand même mettre mon équipe parce que moi, j'ai rien fait. C'est qui ont fait tout le travail depuis des années. Et évidemment, tous ceux qui nous supportent au quotidien, parce que sinon, on ne pourrait aussi rien. Voilà. Et merci pour votre attention. Puis, il y a des questions, je suis là. Je bois. Écoutez, merci beaucoup. Peut-être une question? Merci pour votre présentation. Je me posais une question, c'était dans votre exploration de la transcriptomique ou de la génétique, quelle était votre exploration au niveau des mitochondries, qui est quand même un grand oublié en général dans la recherche? Non mais je sais, juste pour compléter cette question, et c'est lié justement à la fin de votre présentation, vous parliez de perturbations au niveau de la prolifération cellulaire, stress oxydatif. Or, au niveau des niches de cellules souches, en général, l'oxygène est faible et c'est exactement et en partie par l'activité des mitochondries. Donc, je faisais et ça permettait aussi de garder la prolifération. Quand on monte l'oxygène, la prolifération est perturbée. Enfin, bref, c'est pour ça que je fais le lien donc sur les stress, à quel point les mitochondries peuvent être perturbées par leur respiration, augmentation de l'oxygène, etc., etc., etc. Complètement. Et donc, nous, on ne regarde pas en ce moment, mais c'est quelque chose. Il y a des groupes qui font ça. Il y a le groupe de Timotivé à Pasteur qui est spécialiste des mitochondries. Donc, lui, c'est la personne mitochondrie et qui commence à regarder ce qui se passe pendant le neurodéveloppement. Et effectivement, il y a tout des idées. C'est à quel point leur morphologie, par exemple, fission change, à quel point ça dirige. Déjà, à quel point elles sont différentes de façon intrinsèque entre cellules et à quel point, justement, elles vont réagir différemment au même stress suivant les cellules. Donc oui, il y a plein de choses qui se font. Moi, je ne pourrais pas vous dire plus parce que je passe ma société, mais il y a plein de choses. Et je pense que les gens, ils sont quand même beaucoup plus sensibles qu'avant. Entre autres parce qu'il y a l'idée que ce n'est pas seulement, entre guillemets, des usines passives, c'est qu'elles sont régulées très finement au niveau de leur morphologie pour s'adapter à plein de choses. Donc ça, je pense que c'est vraiment sur le radar de plus en plus. Et communiquent avec le noyau. Oui, communique complètement. Mais il y a plein, je dirais, de biologie intracellulaire. C'est vrai que nous, on est à l'échelle relativement... Moi, je suis très interaction cellule-cellule, donc c'est ce que je regarde. Mais il y a aussi pas mal d'études qui regardent vraiment au sein de la cellule tout ce qui est... Parce qu'il y a le côté
stress, sirtuine, épigénétique. Il y a tout le côté aussi épigénétique et même mécanique du noyau. Je sais que je suis obsédée parce que j'aime bien, mais il y a beaucoup d'idées où en fait des stress à la membrane de compression, et c'est vrai pour les tumeurs par exemple. Il y a beaucoup d'études sur ça qui sont répercutées au noyau. Et c'est le noyau en fait qui va décider parce que c'est lui qui est stressé. Donc je suis complètement d'accord, les organelles c'est hyper important. Et on les regarde plus qu'avant quand même. Merci beaucoup et merci à l'Institut Pasteur aussi. Je ne l'ai peut-être pas dit tout à l'heure, mais on a des liens très proches à Villahem avec l'Institut Pasteur en termes de soutien et de mécénat. Donc, voilà. C'est terminé. Et je crois que notre niveau de culture scientifique a augmenté, c'est sûr. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain pitch. Parlez-en autour de vous des pitchs. C'est le 8 septembre et on va aborder un thème assez répandu, qui est le thème du bien vieillir. Voilà. Et surtout, voilà, bien-être, bien vieillir, démêler un peu ce qu'on appelle l'utile du futile. Il se dit beaucoup de choses. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, il y a un rafraîchissement qui vous attend. À bientôt.